dire qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser? Ah non, mais alors là, mais il y avait encore une professeure d'infectiologie de la PHP il y a 2-3 jours sur C'est dans l'air, je crois, qui en parlait, qui disait qu'il venait de comprendre qu'a priori, on allait devoir vivre effectivement aux côtés de ce virus. Mais on côtoie des agents infectieux depuis la nuit, l'aube de l'humanité. Enfin, on vit en pandémie depuis des millénaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Je suis d'accord, mais ça met pas le monde sur le toit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et tout ça, mais encore une fois, il faut renforcer le système de santé, cibler les personnes à risque, aller vers, tout en respectant, pour moi en tout cas, la notion de consentement, et ensuite bien comprendre que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne se résume pas à l'absence de maladie et à l'absence d'infirmité. Ça, c'est la définition de l'OMS. Donc, on ne peut pas, en fait, réduire la santé aux seuls indicateurs Covid. Donc, il est très important, en fait, de changer de logiciel, de changer de paradigme dans cette gestion de crise pour éviter tous les dommages collatéraux, pour éviter de bloquer le pays, pour éviter de dégrader la santé des gens, pour éviter de dégrader leur niveau de vie. Il y a beaucoup de pauvreté aussi qui a été déclenchée avec les confinements et le fait que vous empêchiez aussi les gens d'accéder à l'emploi et aux services publics. Donc, je pense qu'il est très important d'avoir une lecture globale de cette gestion de crise. Je vais vous laisser... Je suis étonnée en fait de la part d'un pédopsychiatre qui appelle à plus de restrictions quand on voit en fait les conséquences tragiques sur la santé des enfants, sur la santé mentale, sur la santé physique, sur le décrochage scolaire, sur l'accès à l'éducation, sur l'exacerbation de la pauvreté. Il y a de plus en plus d'enfants pauvres en France, sur les familles monoparentales en difficulté. On a même l'UNICEF qui a encore publié un rapport en indiquant que les confinements avaient eu des conséquences tragiques sur la santé des enfants partout dans le monde, mais pareil en France, avec un accès compromis à l'alimentation, un accès compromis aux vaccins, aux soins primaires, à l'éducation, et que la sécurité, notamment des petites filles, était de plus en plus menacée du fait de ces politiques de restrictions sanitaires. Je me permets vraiment de préciser que des mots comme restriction, confinement, couvre-feu, mise à l'isolement, ce ne sont pas en fait des vocabulaires, ce n'est pas un vocable et un champ lexical de la médecine et de la santé publique. Et donc vraiment, je déplore profondément qu'un pédopsychiatre ne défende pas plus la santé mentale des enfants qui là est ravagée. Un enfant sur 4 hospitalisé l'est en pédopsychiatrie. Mais... C'est ça le problème pour les enfants aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais avec le pass sanitaire, on ne peut plus aller dans certains rendez-vous médicaux si on n'a pas le pass, si on n'est pas vacciné. Donc on ne peut plus se soigner si on n'est pas vacciné. C'est ce qui est fou. C'est qu'au nom de cet hygiénisme délirant, la première victime de cet hygiénisme, c'est la santé. Donc je pense que l'hygiénisme délirant, c'est la lutte contre un virus. C'est la lutte contre un virus. Ça s'appelle de l'hygiénisme délirant, parce que la santé, ça ne se réduit pas au Covid. La santé, c'est un état de bien-être, c'est la définition de l'OMS. On n'est pas dans l'excès de l'hygiène, on est dans la lutte contre un virus. Encore une fois, qui a tué 110 000 La personnes. définition de l'OMS, la santé est un état de bien-être médical, mental, social. La santé, c'est pas seulement de ne pas avoir le Covid. Ça fait 1 an et demi que la santé des Français... Je parle de l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est un excès. L'hygiénisme sur le Covid est absolument délirant parce qu'il nuit en plus à la santé générale. Il y a une étude, par exemple, scientifique qui a été rapportée dans Le Monde, qui prouve, étude sur les enfants de 7-8 ans, CE1, CE2, qui prouve qu'ils ont 40% de capacité cognitive en moins à cause des confinements successifs, qu'ils ont des capacités respiratoires absolument atténuées, ils ne peuvent plus courir. Les scientifiques qui ont fait ces études ont dit, les enfants comme ça, ils vont contracter des maladies chroniques, notamment respiratoires. Alors si ça, c'est la santé des Français qui est la première victime de cette politique délirante anti-Covid. C'est le confinement justement qui a créé tout ça. Oui, et le confinement, c'est ce qu'on cherche à éviter. Bien sûr, mais c'est ce que nous cherchons précisément à éviter grâce à ce pass sanitaire. Vous cherchez à rajouter des restrictions avec un pistolet sur la tempe du style. Si vous n'acceptez pas ces restrictions, il y aura un nouveau confinement. Nous rétablissons des libertés à certaines conditions et le vaccin en fait partie. Mais ce qui désorganise là le pays, c'est pas le virus et les cas asymptomatiques. Il y a plus de 40% de cas asymptomatiques avec le Covid. C'est encore une méta-analyse dans le JAMA qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc ce qui désorganise là le pays, c'est encore une fois des protocoles disproportionnés et peu efficace car non ciblé. Et c'est ça, en fait, qui abîme et qui dégrade à la fois les indicateurs sanitaires, les indicateurs sociaux et les indicateurs économiques de ce pays. En plus, encore une fois, de ne pas être très efficace en termes de lutte contre les formes graves et les décès, parce que c'est ça l'indicateur qui doit dominer. C'est pas le nombre de contaminations chez qui la plupart des personnes qui seront asymptomatiques au final. Benoît Babon. Pour sortir de l'épidémie, ça veut dire que vous voulez que le virus arrête de circuler et qu'on l'éradique en fait de la surface de la planète. Moi, je serais la plus heureuse qu'on éradique tous les virus, tous les agents pathogènes de la planète. En l'occurrence, pour le coronavirus, pour ce SARS-CoV-2, ça va être très compliqué parce que pour éradiquer un agent infectieux, il faut déjà qu'il n'y ait que des réservoirs humains. Et on sait que pour les coronavirus, il y a plein de réservoirs animaux. Donc déjà, ça n'en fait pas un bon candidat à l'éradication. Et ensuite, pour éradiquer, comme on le voit par exemple, comme on l'a vu pour la variole et comme on est en train de le voir pour la polio, il faut un vaccin qui limite complètement, quasiment à 100% les transmissions. Et on sait aussi que là, ce n'est pas forcément aussi bien le cas pour le vaccin contre le SARS-CoV-2. Donc c'est pour ça que malheureusement,
le SARS-CoV-2 n'est pas un bon candidat à l'éradication, d'où l'intérêt de protéger et de cibler les personnes à risque, puisque par contre, il protège bien les personnes à risque contre les formes graves et contre les formes létales. Il y a beaucoup d'études effectivement sur cette question. Donc là, il y a un consensus effectivement sur la nécessité de vacciner les personnes à risque. Il n'y a pas de consensus sur la nécessité de vacciner l'ensemble de la population. Le directeur de l'OMS l'a encore dit, ce n'est pas les coups de rappel à l'aveugle et en général qui vont faire que l'on va se sortir de cette pandémie. D'abord, j'aimerais qu'on compte le nombre de fois où M. Attal, M. Véran, M. Macron, M. Castex ont dit le mot particulièrement contagieux, particulièrement létal, particulièrement dangereux. Ça fait 2 ans que quasiment à chaque fois qu'ils prennent la parole, qu'il y a un nouveau variant recombinant ce qu'on veut, ils nous disent toujours les mêmes propos, ceci est particulièrement dangereux. Donc déjà, on voit bien un gouvernement qui discrédite sa propre parole. Et deuxièmement, comme Benjamin, j'étais d'accord avec votre vision des choses, c'est-à dire qu'il y a quelque chose de binaire. Il y a 2 philosophies qui s'opposent dans cette affaire. Sur la question de la liberté, tout d'abord, c'est-à-dire il y a des gens que ça ne dérange pas de voir les libertés reculer en France ou dans le monde. C'est leur droit. Et il y a des gens, et j'en fais partie, que ça dérange profondément et philosophiquement. Et deuxièmement, sur la question de la santé. Le grand débat qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la santé, c'est l'absence totale de maladie, l'éradication de tous les virus, de tous les bactéries, et être prêt à sacrifier la vie et à rendre folle la vie pour éradiquer tous les virus, ou est-ce que c'est ce que Nietzsche appelait la grande santé? La grande santé, c'est la capacité pour la maladie pour la santé de traverser la maladie et d'en sortir renforcée, pour la force de passer par la faiblesse et de confondre ces 2 perspectives. Et pour ma part, je suis un partisan aussi de la grande santé et de la liberté. Et je pense que ce débat binaire, on le voit depuis 2 ans, s'intensifier et redéfinir profondément le champ citoyen. D'autant que tout le monde doit se sentir concerné. Pas simplement les 6 millions aujourd'hui de non-vaccinés. Tout vacciné est un futur non-vacciné. Pour une raison simple, c'est que ça dépend du nombre de doses auxquelles vous en êtes. Le 15 décembre dernier, 400 000 de nos compatriotes de plus de 65 ans sont administrativement redevenus non vaccinés alors qu'ils avaient 2 doses, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas faire la 3e, de ne pas revalider leur passe sanitaire. Et ça a été réduit, le délai en plus a été réduit, on est passé de 5 mois à 4 mois. Tout à fait. Et le 15 janvier, il y a la même échéance pour les moins de 65 ans, donc ça va concerner probablement des millions de personnes qui vont administrativement redevenir non vaccinées. Ah, la France est devenue un régime complètement fou et autoritaire. Ah oui, je le pense, d'ailleurs je l'ai écrit depuis de nombreux mois. Nous sommes dans une dérive absolument tyrannique. Où on y ajoute maintenant vraiment cette politique de l'apartheid qui est extrêmement dangereuse, de cibler comme ça une population avec des mesures qui sont complètement dingues. Vous n'avez pas le droit de chanter à Noël, de danser le 31 décembre. Vous savez, les régimes totalitaires, ils fonctionnent pas simplement avec une police, parce que c'est pas suffisant une police pour contrôler une population de dizaines de millions d'habitants. Il faut que les gens se contrôlent les uns contre les autres. Et pourtant, la France donc on aiguise les pires passions, la délation, la dénonciation. Ça brise tous nos principes. C'est-à-dire que c'est une discrimination selon votre état sérologique. C'est une discrimination selon vos choix de santé, selon votre carnet médical, selon votre carnet de vaccination. Et vous êtes prisonnier, vous n'avez plus le choix pour rester simplement un être social et libre, un citoyen. On vous désactive comme on le veut. C'est une des partenaires sociaux afin d'évoquer la fameuse question donc, du pass sanitaire en entreprise qui ne serait pas un pass vaccinal, c'est bien un pass sanitaire. Est-ce que si cette mesure est votée, il s'agit d'une mesure à nouveau liberticide ou surtout d'une atteinte au secret médical selon vous? C'est tout. C'est une atteinte au secret médical des salariés, c'est une mesure liberticide, c'est de fait un pass vaccinal même si on dit qu'il est sanitaire parce que ça coûte très cher. Sinon, et qu'en plus ce serait même pas pris en charge par l'entreprise, c'est-à-dire qu'on vous fait prendre en charge vous-même votre outil de travail, ce qui est une nouveauté par ailleurs financièrement, donc c'est une dégueulasserie de plus. Mais ça a été mis en place en Allemagne et en Italie. Point. Pour toutes ces questions-là, Véran a annoncé on veut qu'il y ait des contrôles d'identité maintenant. Que le restaurateur, le barman, le chef d'entreprise puissent contrôler votre identité pour vérifier que vous n'aviez pas un faux pass. Vous savez, ça fait des dizaines d'années qu'on a des débats politiciens régulièrement sur les contrôles d'identité par les policiers, en banlieue par exemple. Attention, il ne faut pas faire n'importe comment les contrôles d'identité avec parcimonie, pas de discrimination. Ça fait des dizaines et des dizaines d'heures de débats à la télévision depuis des dizaines d'années. Débats dont je ne juge même pas la légitimité, ça fait partie du débat. Là, on donne ce pouvoir à n'importe quel citoyen de contrôler l'identité de son compatriote ou de son salarié ou de son client sans encadrer tout ça, et il n'y a pas de débat. 2 serpillères, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Alors là, ils se battent tous les deux pour savoir qui sera la serpillière d'or. Hein. Cette crise, elle révèle quand même l'effondrement des contre-pouvoirs en France. Parce qu'ils attendaient l'autorisation de la HAS, qu'ils avaient déjà dans leur poche depuis bien longtemps, mais ils attendaient aussi l'autorisation du Comité national d'éthique.
Alors vous savez, il y avait Delfrécy qui est président du conseil scientifique qui disait, nous on est pour la vaccination des 5-11 ans, mais on attend l'avis du conseil d'éthique. Et vous savez qui préside le conseil d'éthique? Jean-François Delfrécy. Donc Jean-François Delfrécy attendait l'avis de Jean-François Delfrécy. Il y avait aussi c'est ça la France, voilà. Et il y a pas dans ce conseil d'éthique, j'invite tout le monde à aller voir la liste, il n'y a pas un expert de l'éthique. C'est le mensonge permanent, c'est vraiment le gouvernement du mensonge, c'est le régime du mensonge. Attal, la semaine dernière, dit pour les soignants, les pompiers, enfin toutes les professions aujourd'hui soumises à obligation vaccinale, on ne vous demandera pas la 3e dose. 2 jours plus tard, Véran dit exactement l'inverse à la télé. Mais ça leur pose aucun problème. C'est-à-dire qu'ils mentent en permanence. En permanence, ils mentent. En permanence, ils ont menti sur il n'y aura pas de pass sanitaire. Ensuite, il y en aura un, mais pas après le 15 novembre. Ensuite, il y en aura un, mais il ne sera pas étendu au restaurant. Et à chaque fois, ils mentent. Et ce gouvernement du mensonge, ce régime du mensonge, c'est ce qu'il y a de plus délétère dans un pays. Ça conduit à quoi? Ça conduit à une défiance, un minimum. Enfin, ça conduit surtout à une révolte. Vous pensez qu'on est au bord du précipice, au bord de la révolte aujourd'hui? Ah, je le pense. Moi je pense que janvier va être hyper chaud. Je pense que 2022 sera une année, pas qu'en France d'ailleurs, parce que ça se bat d'Australie en Italie, d'Allemagne au Canada, de Slovénie en Pologne, ça se bat partout, en Belgique j'ai vu aussi, remarquable hier. D'ailleurs la police était exécrable. Et en France bien sûr. Parce qu'il y a eu un reflux quand même depuis plus d'1 an dans les combats. Mais parce qu'il y a eu un reflux quand même du mouvement anti-pass entre l'été dernier où c'est monté très fort, à l'automne ça s'est apaisé, calmé d'une certaine manière. Vous pensez que là en janvier ça va repartir de l'avant? Ça a toujours été très fort en réalité. Simplement, les médias ne venaient plus. Nous, on a continué, j'ai pas arrêté, moi, et on avait un monde fou encore en septembre. Là, vous étiez combien le week-end dernier? Alors, le week-end dernier, ça remontait beaucoup. Ça remontait déjà depuis 2-3 semaines, mais c'est vrai que là, ça a explosé samedi dernier. Je sais pas, l'Allemand a dit qu'on était 4900 à Paris, rien qu'à Paris, on était bien plus que ça. Mais en tout cas, eux-mêmes ont dû dire que ça avait au moins doublé ou triplé, enfin peu importe. Que j'invite les gens juste à aller voir les vidéos, et des gens filment toutes les manifestations. Maintenant, on peut le faire facilement, ils verront bien qu'il y avait plus que 4900 personnes. Peu importe, tout le monde le sait, ça. Gouvernement du mensonge, vous voyez. Non, mais là, on va en arriver à un point, si vous voulez, parce qu'on est en même temps en élection présidentielle. Alors moi, je suis candidat, mais que je sois candidat ou pas, finalement, je fais la même chose et je dis la même chose. Je pense qu'en janvier 2022, la situation va être tellement grave et tellement tendue, notamment dans les entreprises, avec cette histoire de passe et dans les administrations, et puis pour les enfants, que les candidats à la présidentielle, en tout cas, qui sont contre tout ça, ceux qui adhèrent, ils adhéreront. Mais ceux qui sont contre tout ça, ils vont devoir mettre entre parenthèses leur campagne électorale. Il va falloir faire l'union sacrée. Et moi, je vais prendre toutes les initiatives dans les heures qui viennent pour faire cette union sacrée, pour la proposer. Et il va falloir mettre entre parenthèses sa campagne, chacun. Parce que là, il faut défendre sa peau, il faut défendre son peuple, il faut défendre son pays. Et ça passe bien avant les considérations électorales. Et vous voyez, je le dis tellement que je ne suis pas certain du tout que quand on regardera rétrospectivement 2022, on se dira que l'élection présidentielle française aura été le sujet le plus important. J'en suis pas sûr. Moi, je me demande si le sujet le plus important de 2022, ça va pas être le soulèvement mondial, et je l'espère français, des peuples. Là, il y a une attaque sans précédent contre le peuple français, en particulier contre les enfants, contre les travailleurs, contre tout le monde. Contre tout le monde. Je l'ai dit, tout le monde doit se sentir concerné. Tout le monde. Il n'y a pas les 6 millions simplement de non-vaccinés aujourd'hui. Tout le monde est dans le futur concerné, et un futur très proche. Et arrive là, c'est une sortie de l'humanité. Voilà. Et c'est une sortie de tous les principes qui fondent la France. Tous nos principes les plus sacrés, ils sont attaqués. Tous. Là, ce lundi, au Québec, il faut un pass vaccinal pour entrer dans les lieux de culte. Avec contrôle d'identité, à l'entrée de l'église, par exemple. Messe de Noël interdite aux non-vaccinés. Enfin, et l'église accepte ça? L'hôpital ne se limite pas aux services de réanimation, et les services de réanimation n'ont pas le monopole de la saturation des lits, n'ont pas le monopole de l'épuisement des soignants. Il n'y a rien qu'à voir en pédopsychiatrie ou par exemple les centres médico-psychologiques, il y a plus de 18 mois d'attente parfois pour des enfants qui sont dans des états très graves au niveau mental, qui sont renvoyés chez eux alors qu'ils sont à risque très fort de suicide, par exemple. Donc je pense qu'il faut faire très attention à bien comprendre que la santé, c'est quelque chose de global. Et je suis désolée de le rappeler. Attendez, je vais juste terminer si ça ne vous dérange pas. Il y a quelque chose de très important en médecine, en déontologie et en éthique. Et ne vous en déplaise, c'est aussi quelque chose d'important. Ça s'appelle le consentement. C'est l'article 36 du Code de déontologie médicale. Et c'est très important de respecter le consentement, d'obtenir le consentement libre et éclairé d'un individu après lui avoir délivré une information claire. Et si ce consentement ne peut pas être obtenu pour lui proposer un traitement ou un examen, il doit être respecté par le médecin.